Bon après-midi à tous. Bienvenue pour ce deuxième segment du symposium. Ça ne devrait pas être trop long, je devrais vous avoir en visuel. Je commence cet après-midi avec une présentation sur les instincteurs portatifs. On m'a demandé de vous expliquer un petit peu le fonctionnement et comment utiliser tout ça. Donc, on va commencer avec la première diapositive. L'objectif de la formation. Donc, on va commencer par les comportements du feu. On va énumérer les 4 classes de feu, expliquer les méthodes d'extinction applicables pour chaque classe, identifier les 4 sigles standardisés pour reconnaître la classification et les types d'extincteurs. On va énumérer les agents extincteurs. On va avoir une petite vidéo sur comment intervenir avec un extincteur portatif en présence d'un début d'incendie et qu'est-ce qu'il faut savoir sur les feux de gaz propane. Donc, on commence. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, à votre droite, je crois, c'est ça, en haut à droite, il y a 3 petits points. Il faut changer votre nom pour écrire votre nom à vous et non pas l'adresse courriel. Et puis, si jamais vous avez des questions, ben, vous allez pouvoir les écrire dans le chat. J'ai André qui est là face à moi qui va me faire signe quand il y a une question. Puis on va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut. C'est bon pour tout le monde? Fait qu'on y va. Comportement du feu. Est-ce qu'il y en a qui savent pour qu'il y ait combustion, c'est quoi les éléments qui sont nécessaires à la combustion d'un incendie? C'est pas trop compliqué. On appelle ça le triangle du feu. Donc, il y a 3 éléments qui sont nécessaires pour une combustion. C'est le comburant, le combustible et la chaleur. On va commencer avec la chaleur. Donc, pour qu'il y ait combustion, il faut que la température d'ignition soit atteinte. Donc, on a des exemples avec le bois. On parle d'une température entre 230 et 430 degrés Celsius, dépendamment de l'essence de bois. Le kérosène à 410 degrés Celsius, l'essence à 280. Et là, ces températures-là, c'est vraiment des températures où le matériel va s'inflammer lui-même et va être capable de garder une combustion par la suite. Donc, c'est vraiment des températures d'auto-ignition. Ça prend évidemment une source de chaleur, une flamme nue, le soleil, l'électricité statique, le frottement. Ensuite de ça, on va... marche plus. Ça sera pas long. All right. Le combustible. Donc, le combustible, il se sépare en 3 classes, en 3 matières, états de la matière, si on veut. Donc, on a le liquide, qu'on connaît tous, essence, alcool, d'huile. Le solide, bois, rotin, foin, tissu. Et le gazeux, propane, des vapeurs d'essence, etc. Ensuite de ça, le dernier, le comburant, qui consiste simplement à un apport d'oxygène. Donc, le comburant, c'est... La majorité du temps, ça va être l'oxygène, notre comburant, qui va apporter à l'incendie ce que ça prend pour continuer la combustion. Parce que si on a un incendie qui n'a pas d'apport d'oxygène ou de comburant, c'est un incendie qui va s'éteindre par lui-même. On va souvent parler... On prend une pause. On me dit à l'oreille qu'on est en pause.
Oui, ça l'a avancé, par exemple. C'est de retour à moi. Bon, on s'excuse pour le petit dessin qui s'est fait dans l'écran. Bon, donc on était rendu au comburant. Fait que ce que je disais, c'est que la majorité des incendies, le comburant, ça va être de l'oxygène. On va faire référence à l'exemple que je peux vous donner, c'est le chaudron d'huile qui brûle, on dit de mettre un couvercle dessus pour couper l'apport. On dit couper l'apport en air, là, mais c'est couper l'apport en comburant. Dans le fond, dans cette situation-là, c'est l'oxygène qui l'alimente, mais dans d'autres situations, ça pourrait être un autre type de comburant. Les classes de feu. J'imagine que tout le monde est un petit peu familier avec les classes de feu. On les voit sur tous les extincteurs et tous les agents d'extinction. Donc, les feux de classe A, c'est des feux qui mettent... dans le fond, c'est des feux où on va avoir des combustibles comme le bois, le papier, le rotin, le tissu qui vont brûler. On a les feux de classe B, qui sont des feux de liquide inflammable. Fait que l'essence, les huiles, la graisse. Ensuite de ça, on a deux autres classes de feu. On a le feu de classe C, qui sont des feux d'équipement électrique sous tension, tel qu'un panneau électrique, un téléviseur, une prise de courant. C'est important de mentionner, la classe C, c'est vraiment sous tension. Donc, un téléviseur débranché devient un feu de classe A et non un feu de classe C parce qu'il n'y a plus de tension sur le téléviseur, donc il n'y a pas de risque d'électrocution. Et les feux de classe D, qui sont des feux de métaux comme le magnésium, le titanium et le sodium. Le magnésium, on va le retrouver dans les roues de véhicules. Donc, quand on a des incendies de véhicules, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner, là. Souvent, quand les roues, les jantes sont en feu, si on envoie de l'eau directement sur les roues, ça va faire des explosions avec des flamèches. C'est que ça, c'est le magnésium qui brûle. Donc, c'est pas des feux qui s'éteignent avec de l'eau nécessairement. Parce que ça réagit beaucoup. Caractéristiques des extincteurs, il y a plusieurs types d'extincteurs. Il en manque un dans le tableau. On va en parler à la fin tantôt. On n'a pas parlé non plus de la classe K. C'est vraiment la classe K, c'est une classe spécifique qu'on voit que dans les cuisines de restaurants commerciaux. C'est pas le genre d'extincteur qu'on va voir à la maison ou sa tablette chez Costco. Là. C'est vraiment un extincteur spécifique pour les feux commerciaux, pour les cuisines. Donc, on a les extincteurs de classe BC, qui est un extincteur de poudre chimique. C'est du bicarbonate de sodium ou du bicarbonate de potassium qui est à l'intérieur. Il peut aussi avoir du chlorure de potassium. Ça fait comme un nuage. Quand on utilise l'extincteur, ça fait un nuage bleuté, blanc. Là. C'est pas ceux qu'on retrouve en majorité. Ceux qu'on va voir en majorité, on va en parler juste un petit peu après. Mais c'est des extincteurs que vous pouvez retrouver sur le marché là, dans n'importe quel bon magasin de grande surface. Les formats de ces extincteurs-là, c'est 1 à 30 livres. Ça a une portée d'à peu près 5 à 20 pieds. Puis ça a une durée d'éjection de 8 à 25 secondes. Donc, pour ceux qui ont assisté à la première partie, quand on demandait un extincteur de 1 kg dans la nacelle, 1 kg, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas long, là. Le 25 secondes, c'est pour un extincteur de 30 livres. Puis un extincteur de 30 livres, c'est quand même assez gros. Il n'y a personne qui a ça dans son équipement. Donc, il faut juste être conscient que c'est pas... Si c'est un incendie qui est quand même assez gros, la majorité du temps, l'extincteur ne sera pas capable de l'éteindre à cause de la grosseur puis de la durée d'éjection. Ensuite de ça, on a les poudres polyvalentes. Donc ça, c'est les extincteurs qu'on va retrouver beaucoup dans nos nacelles, dans nos remorques, qu'on va voir beaucoup sur les tablettes de magasins, dans les magasins, sur les murs, souvent ceux qui restent dans des blocs appartements, dans les cabinets incendies, ça va être des extincteurs à poudre chimique, poudre polyvalente, excusez. Ça, c'est du phosphate d'ammonium. C'est la fameuse poudre jaune qui étouffe quand on l'accroche. Là, pour ceux qui ont déjà vécu l'expérience là, en enclenchant l'extincteur par inadvertance, là, 1, ça goûte pas bon, puis 2, c'est assez dur à respirer. En fait, cet extincteur-là est fait pour étouffer l'incendie, donc c'est vraiment fait pour couper l'apport en air. Donc, quand vous le respirez, vous n'êtes pas de respirer, c'est que ça fait le job. C'est encore des formats de 1 à 30 livres. On a une portée de 5 à 20 pieds et encore un 8 à 25 secondes d'éjection. Donc, je vous le rappelle, 8 à 25 secondes d'éjection, c'est vraiment pas long pour un feu
qui prend moindrement de l'ampleur ou qui est moindrement gros. Ensuite de ça, on a les instincteurs à mousse. Donc, c'est des instincteurs à l'eau tout simplement avec un agent moussant dedans. La mousse, ça agit comme retardateur. Donc, si on utilise l'instincteur sur un incendie, la mousse, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir recouvrir le matériau, qui est le combustible qui brûle, puis elle va venir retarder l'incendie un petit peu. Dans le fond, ça va vous donner une chance de ralentir un petit peu la progression. Vous allez remarquer à la fin, quand tout va être sec, ça laisse une petite pellicule blanche sur les matériaux que vous avez arrosés avec. C'est l'agent de la mousse qui retarde le feu au final. Donc, les formats, habituellement, c'est des 21-11. C'est souvent son couleur chrome. C'est ceux qu'on retrouve dans les cabinets, le plus souvent les cabinets armés. Hein. Fait que c'est des instincteurs chrome. Si est chrome, c'est majoritairement de l'eau. Il y en a qui vont avoir seulement de l'eau. Il y en a qui vont avoir de l'eau et de la mousse. Ça va être marqué dessus si c'est un instincteur avec de la mousse. Ça a une portée de 4 à 6 pieds, donc un petit peu moins long, un petit peu moins de distance de parcours, mais qui va durer un 24 secondes parce que c'est un 21-11. Donc, ces instincteurs-là, souvent, c'est le genre d'instincteur que vous êtes capable de remplir à la maison. Là, si vous avez ça, vous enlevez juste la pression dedans, vous êtes capable de dévisser le dessus, vous remplissez ça d'eau à la bonne quantité. C'est important d'avoir le bon mélange eau-air. Bien, pas le bon mélange, mais la bonne quantité d'eau versus la bonne quantité d'air, parce que si vous avez trop d'eau pour la quantité d'air qui reste compressée, vous allez tirer pendant 10 secondes, il va vous rester la moitié de votre instincteur en eau, mais vous n'aurez plus de pression pour la faire sortir. Fait qu'il faut vraiment que le mélange soit bon dans l'instincteur. On a les instincteurs d'anhydride carbonique, des instincteurs de CO dans le fond. C'est ceux qui font un petit nuage blanc froid. Donc, ça va laisser une trace de neige souvent sur les équipements qu'on va tirer. C'est un gaz inerte qui produit un nuage blanc qui laisse aucun résidu. On va s'en servir rarement, mais ça peut arriver sur des feux d'installation électrique. Fait que, c'est des instincteurs qui sont entre 2,5 livres et 20 livres. Ça a une portée de 3 à 8 pieds. Puis la durée d'éjection, encore là, ça varie de la grosseur, mais ça joue entre 8 et 30 secondes. L'avant-dernier, celui au hallon, c'est pas des instincteurs qu'on va croiser. En fait, on peut en croiser encore, mais c'est pas le genre d'instincteur qu'on va être capable d'acheter en magasin. Le hallon, c'est un gaz inerte qui produit un nuage blanc froid. Puis ça laisse aucun résidu, mais c'est des instincteurs qui vont être utilisés dans des salles de télécommunication. Mettons des salles de serveurs, des salles... par exemple, chez Vidéotron, la salle de serveur, il va y avoir des buses au plafond. C'est des grosses bonbonnes de hallon. Si jamais il y a un incendie, ça déclenche, puis ça vide le gaz dans la pièce. Ça retire le comburant, donc on vient enlever l'oxygène, puis ça va venir étouffer le feu. Puis c'est le fait que ça soit un gaz inerte comme ça, c'est que ça n'endommage pas les équipements électroniques. Donc, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poudre, puis tout est prêt à tout est prêt à repartir. Il suffit juste de nettoyer ce qui a été brûlé, puis le restant est correct. Parce que pour ceux qui ont déjà utilisé des instincteurs à poudre polyvalentes, là, ça te fait un bon dégât dans une maison. Vous risquez de n'avoir pour quelques mois à nettoyer tout ça. Puis le dernier, c'est l'eau. On en a parlé un peu tantôt avec le feu de classe B, l'instincteur à mousse. Donc, c'est juste un instincteur d'eau, simplement. Il n'y a pas d'agent moussant dedans. Donc, un 30 à 40 pieds de portée, puis une durée d'éjection d'à peu près 60 secondes. On continue dans les caractéristiques des instincteurs. Les plaquettes d'identification. Donc, tout bon instincteur devrait avoir sa plaquette d'identification. Sur la plaquette, vous avez, là, j'ai pas de pointeur, mais on voit les classes de feu. Donc, ça, c'est un instincteur à poudre polyvalente ABC. Et puis, il va avoir des classes comme un 10BC. Ça, c'est vraiment plus... ouais, exact. Ça, c'est les classes ABC. Et puis, après ça, il va être classifié par ULC pour... Ça va venir jouer sur la durée d'opération de l'instincteur, la poudre qu'il y a dedans, les trucs comme ça. Donc, ça, c'est le genre de détails qui sont vraiment spécifiques à chaque instincteur, dépendamment des tests qui ont été faits
dessus. C'est important aussi que ça soit certifié le ULC pour que ça soit que vous n'ayez pas de surprise quand vous allez l'utiliser. Inspection. Donc, les instincteurs doivent être à l'emplacement désigné. Quand vous faites vos inspections, vous assurez que les instincteurs sont en place, que les accès sont faciles, ils ne sont pas obstrués et qu'ils sont visibles. Ensuite, les directives de fonctionnement sur la plaque signalétique de l'instincteur doivent être lisibles et tournées vers l'avant idéalement. Je sais que nous, dans nos nacelles, souvent on a des poches, donc c'est pas possible pour ça, mais pour ceux qui ont des supports en métal, idéalement, c'est de mettre la plaquette face aux gens qui pourraient l'utiliser, donc pour qu'on puisse facilement voir les instructions. Et tout saut ou indicateur de manipulation indue ne doit pas être brisé ou manquant. Donc, quand on dit saut de manipulation, c'est la goupille qui vient barrer votre instincteur avec la sécurité pour pas qu'elle sorte de là. Donc, c'est important que ça soit en place et que ça ne soit pas brisé. Afin de déterminer s'ils sont pleins, les instincteurs de CO vont être pesés. Ceux que vous avez à poudre, si vous les brassez, vous les virez à l'endroit à l'envers, vous allez entendre la poudre se promener dans l'instincteur, vous allez la sentir, du moins se promener d'un côté à l'autre. Donc, c'est une bonne façon de vérifier, voir si votre poudre s'est tapée dans le fond avec le temps. Parce que c'est important. Là, quelques années, on disait aux gens, prenez votre instincteur, virez-le à l'envers, brassez-le un peu juste pour décoller la poudre. Avec les années, les poudres sont meilleures, donc ils se tapent un petit peu moins dans le fond. À l'époque, les instincteurs, ça faisait comme des briques de poudre dans le fond. Puis quand on venait pour se servir de l'instincteur, tout ce qu'on avait, c'était un spouch de poudre, puis juste de l'air. Parce que la poudre était rendue comme une galette dans le fond. Donc, c'était important de les brasser. Mais si vous voulez vérifier que votre instincteur n'est pas tapé, que votre poudre n'est pas dans le fond en bloc, si vous le bougez à l'envers, à l'endroit, vous allez voir, vous allez l'entendre, puis vous allez le sentir, la poudre se promener dedans. Ensuite de ça, examiner pour toute dégradation évidente, corrosion, fuite, toute obstruction des jets de sortie. Évidemment, vérifier la pression du manomètre. Ça doit être à la bonne pression, ça doit être à la pression de fonctionnement. Donc, l'indicateur, il y a toujours un petit gap vert. Il faut que l'aiguille soit dans le vert pour être capable de, quand vous allez l'utiliser, vous allez vraiment maximiser votre instincteur. Vous allez être capable d'utiliser vraiment toute votre poudre versus l'air qu'il y a dedans. Si vous avez un petit peu moins de pression, ça ne fera pas qu'il ne marchera pas. Ça va juste faire qu'à la fin, il risque de vous rester de la poudre dans votre instincteur. Vous n'aurez plus de pression d'air pour la sortir. Principe d'extinction. Donc, la première méthode pour éteindre un incendie, ça consiste à enlever la chaleur. L'application de l'eau, évidemment, c'est le moyen le plus souvent utilisé. En deuxième étape, deuxième façon, c'est-à-dire, c'est de retirer le comburant. Donc, on enlève l'oxygène en empêchant ce dernier d'atteindre le feu avec les différents moyens de recouvrement ou d'abaissement du taux d'oxygène. Donc, quand on dit on coupe l'apport en oxygène, en comburant, ça peut être une couverte de feu, comme Martin a parlé tantôt. Donc, lui, dans ses nacelles et dans ses remorques. Vas-y. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une petite enveloppe comme ça. Puis, c'est une couverte. Je vais tout déplier, non? Elle ne rentrera plus dans le sac. C'est une petite couverte qu'on va venir déposer sur ce qui brûle. Donc, pour les feux d'herbe ou peu importe qu'est-ce qui brûle, en réalité, là, ça pourrait être quelqu'un qui a du linge en feu. On vient juste déposer ça dessus. Ça va venir couper l'apport en air. Puis ça va venir éteindre notre incendie. Merci, Martin. Et la dernière façon, c'est simplement de retirer le combustible lorsque cela est possible. Donc, vous avez un feu de bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'eau, vous l'enlevez de là, elle va arrêter de brûler. Vous avez un upright en feu, vous la prenez, vous l'enlevez dans le tas. Tout ça devrait s'éteindre. Fait que si en retirant, nous autres, dans le métier de pompier, souvent, les feux de matelas, les feux de sécheuse, les feux de sofa, mais on va prendre l'équipement qui brûle. On va juste le sortir à l'extérieur pour limiter la propagation à d'autres éléments qui sont dans la maison. Mais à ce moment-là, ça s'applique aussi au ballon. Si vous avez un morceau qui est en feu,
ben juste le déplacer va limiter la propagation à d'autres choses. Puis au pire, lui, il va continuer à brûler tout seul, mais il n'endommagera pas tout le reste. Comment utiliser un extincteur portatif? Donc, il y a un petit acronyme en anglais qui peut vous aider à vous rappeler des étapes, qui est PASS. Donc, on pull the pin, c'est retirer la goupille. Aim, on vise. Squeeze, on serre la poignée. Et sweep, on va balayer. L'étape de balayage est très importante. On va le voir dans une petite vidéo après. Pourquoi? Les extincteurs les plus fréquemment installés dans nos nacelles sont des extincteurs de classe ABC, comme j'ai dit tantôt. Les principes d'extinction de cet extincteur-là, c'est de retirer le comburant, donc de couper l'apport en air. Vous devez donc avoir une bonne technique de balayage afin de pouvoir couvrir l'ensemble du combustible et couper l'apport en air à ce qui brûle. Je pense surtout à un feu d'herbe qui prend de l'ampleur. En plein mois de juillet, un feu d'herbe qui est sec, là, qui vient d'être coupé, ça peut prendre de l'ampleur assez rapidement. Donc, si vous avez une bonne technique de balayage, vous allez être capable de couvrir rapidement l'ensemble du carré qui brûle pour être capable de limiter la propagation au restant du gazon. Mais le balayage, je vous dirais que c'est l'élément le plus important, le plus technique, mais celui qui va vous aider le plus à éteindre le feu. J'ai une petite vidéo qui vous montre comment ça fonctionne. En fait, c'est une vidéo en anglais avec un pompier anglophone puis une journaliste. Vous allez voir, à un moment donné, il met le feu dans son chaudron. Il ne met pas le feu, mais il fait jeter de l'eau par la journaliste dans le chaudron. À ne pas faire. On ne jette jamais d'eau dans un chaudron d'huile, surtout habillé comme elle est habillée. Donc, faites pas le test à la maison. Mais la technique d'extincteur est là. Fait que je vous montre ça, puis on s'en reparle après. Oh my God! This guy is trying to make apples flambé for his wife. Watch as he pours the flaming brandy into a hot pan. Very quickly, he's got a disaster on his hands. Nutley, New Jersey Fire Captain David Hamilton says you should never, ever transfer flaming alcohol from one pan to another. When you go to pour that, the flame is still going to want to come up. So as he's pouring, the flame is still coming out of the pan and going up, even though the liquid's pouring down. YouTube is loaded with other frightening videos of kitchen cooking catastrophes. Cooking with oil can lead to grease fires, which are particularly dangerous. Can you believe this sudden burst of flames is the result of water being thrown on a grease fire? We're cooking and grease catches fire like this. What do we do? Worst thing you can do, throw water on it. Here, throw the water on it, watch what happens. Okay. Ça, c'est le bout qu'on a fait de passoire. Oh my gosh. The grease will float on top of the water goes in, splashes it everywhere, makes a much bigger mess, much bigger fire. So what's the proper way of putting out a grease fire? Easiest thing, put the lid right on top of it. In the case of a small fire, you can also use baking soda. Oh, wow. But the safest and most effective way to put out a grease fire is with a fire extinguisher. And Captain Hamilton says, when using a fire extinguisher, the word to remember is pass. You would pull the pin, aim at the base of the fire, squeeze, and sweep. Whatever you do, remember, when it comes to grease fires, water is definitely not the way to go. Oh my gosh. Donc, on parle des feux d'huile dans la vidéo, mais ça s'applique à n'importe quel feu lorsque vous balayez, bon balayage. Et je fais une parenthèse sur les feux de chaudron d'huile comme celui-là ou les feux de graisse. C'est important d'avoir une bonne distance avec le chaudron qui est en feu parce que si vous êtes trop proche, juste la pression de votre extincteur va rentrer dans le chaudron, va faire remonter l'huile, puis ça va faire le même effet que si vous auriez mis de l'eau dans votre chaudron en feu. Donc, gardez une distance, on tire, puis on balaye pour bien éteindre. Pour les feux de gaz propane, donc lorsque vous êtes en présence d'un feu de gaz propane, il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc, si le feu se situe sur le brûleur, vous pouvez facilement l'arrêter en fermant la valve principale d'alimentation. Si le feu se situe au niveau du système d'alimentation du brûleur, donc les hoses, vous pouvez également le contrôler en fermant la valve principale d'alimentation au cylindre. Et si le feu se situe au niveau de la valve de surpression du réservoir, donc
pour ceux qui sont moins habitués avec les réservoirs de propane, c'est une valve qui est installée sur le réservoir en cas de surpression. Donc, si la pression se bâtit trop dans le réservoir, au lieu que le réservoir, que ça fasse forcer les soudures, c'est une valve qui va laisser sortir le trop de pression du réservoir. Donc, si le feu est au niveau de cette valve-là, vous devez en aucun cas tenter d'arrêter la fuite ou l'incendie. La valve de surpression est là pour sortir cet excès de pression-là. Puis en tentant d'arrêter la valve qui est en opération, vous risquez de créer une surpression dans le réservoir qui pourrait amener à une explosion du réservoir. Donc, c'est vraiment important. Si jamais le feu est après le réservoir, c'est normal qu'une fois de temps en temps, parce que c'est pas la valve quand elle est en opération, c'est pas un continu jusqu'à temps que le cylindre se vide. Elle va ouvrir pendant 3-4 secondes, elle va laisser sortir le trop de pression. Pendant qu'elle laisse sortir le trop de pression, évidemment, si le feu est pris, elle va s'enflammer. Donc, c'est assez impressionnant parce que ça fait quand même une grosse torche de propane. Mais il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas essayer d'arrêter l'action de la valve parce que c'est quand vous allez l'arrêter que là, ça devient dangereux parce que la pression se construit dans le réservoir de propane. On a une petite vidéo sur un feu de réservoir de propane. Vous allez voir la valve en opération, à quoi ça peut ressembler. Évidemment, c'est un réservoir qui est beaucoup plus gros que ce qu'on utilise dans nos ballons, mais c'est le même principe. Donc, la valve de surpression, quand elle rouvre, le trop-plein s'enflamme, ça laisse sortir une flamme d'une 20aine de pieds. Ça a l'air d'être la fin du monde, mais c'est normal. Encore, c'est une vidéo qui est en anglais, mais vous allez voir, c'est quand même très bien imagé, très bien décrit. Plus ça va, plus la tank se vide. Et c'est quand la tank se vide que là, ça devient un petit peu plus dangereux pour le blève qu'on appelle dans le métier. Donc, c'est une explosion du réservoir. C'est pour ça que quand il y a un feu de propane, si on n'est pas de rien faire sur le moment, il faut absolument essayer de s'éloigner le plus possible du réservoir, appeler les services d'urgence parce que c'est un feu qui est un petit peu plus complexe que juste un feu d'herbe. When a tank is exposed to sustained heat, such as from a fire, the liquid within the tank is forced to boil or vaporize, resulting in increased pressure in the tank. To prevent overstressing the tank, the relief device activates, venting the excess pressure. As pressure decreases in the tank, the valve begins to close. With continued heating, pressure again builds, causing the relief valve to be à vide. Une fois qu'on aurait atteint une pression normale, elle va se refermer. Puis elle va repartir quand la pression va être assez forte. Below the liquid level, the liquid absorbs the heat, allowing the tank metal to remain at a safe temperature. C'est là où ça devient dangereux. Ce qui explique, c'est quand le réservoir est plein, le liquide à l'intérieur absorbe la chaleur de l'incendie. Plus ça va, plus la valve est en opération, plus le liquide à l'intérieur diminue et plus l'incendie va affecter l'intégralité du réservoir lui-même. C'est là que ça devient dangereux. C'est plus il se vide, plus c'est le métal, la tank qui chauffe et non le liquide qui absorbe la chaleur. Et puis se produit l'explosion du réservoir. Donc c'est les soudures simplement qui chauffent puis qui lâchent. The heat radiated is sufficient to ignite combustibles and cause burns great distances from the explosion. Tank sections containing rapidly igniting fuel can become flying missiles, traveling great distances, causing... C'est là où, quand je dis qu'il faut s'éloigner le plus possible, c'est là que ça devient plus dangereux, c'est qu'il y a des morceaux qui revolent, puis la boule de feu que ça crée peut allumer des choses qui sont alentour, comme la remorque, le camion, les bâtiments, peu importe. C'est quand même assez chaud, là. Ça crée une chaleur assez intense. On a une question? Oui? C'est quoi la distance pour une tank au propane, contre un barbecue, une tank au propane de montgolfière, une distance sécuritaire? Il faudrait vérifier. Il y a des chartes qui existent pour la quantité de propane
Si jamais on a une explosion de réservoir, il y a des quantités, il y a des distances à respecter pour les boules de feu, mais ça peut aller jusqu'à 1 km, 2 km de dégagement si jamais il y a incendie d'un réservoir de propane, puis il y a danger qui explose. Là. La boule de feu est quand même assez grosse, donc des fois, là, ça peut aller jusqu'à 2 km d'évacuation pour ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va être pas mal, ça conclut pas mal la présentation sur les extincteurs portatifs. Donc, je vous remercie. Puis, je passe la parole à Johan qui va continuer avec vous. Bon après-midi. Ah ouais, attends. C'était clair. Ah, moi, je suis pas catcher. C'est bon. C'est bon? Alors, il me voit, c'est bon? OK, parfait. Bien, bon après-midi. C'est la deuxième partie pour les équipes de poursuite. Fait que si vous me connaissez, je suis Johan. Si vous me connaissez pas, ben maintenant vous me connaissez. Alors, au niveau du plan de la présentation, l'objectif aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Ça va être d'avoir les dangers autour du ballon, d'avoir aussi une approche au niveau des agriculteurs. Que faire hors festival et rapidement une section sur la météo pour tous, puis bien entendu répondre aux questions si vous en avez. Au niveau des généralités, donc on y va vraiment de base, là, la tenue vestimentaire pour partir en vol. Toujours avoir des bons gants de travail, d'avoir les cheveux attachés, pas de vêtements trop amples et de bijoux qui sont trop longs, donc qui peuvent accrocher quelque part. D'avoir des pantalons longs parce qu'on ne sait pas non plus où est-ce qu'on va atterrir. On peut aussi s'assurer d'avoir des chaussures fermées et confortables. C'est pas le temps d'avoir les talons hauts puis les gougounes. Aussi, avant le vol, donc toujours interdit de fumer, de connaître les numéros de téléphone d'urgence. Donc, on en avait parlé un peu ce matin. Ceux qui n'étaient pas là, on parle des fois d'avoir le numéro de téléphone d'Hydro-Québec, les numéros de téléphone de la police, de différentes personnes autour de soi au besoin pour demander de l'aide. Faire aussi des tests radio, et soit avec l'équipe ou entre vous aussi pour savoir que vos téléphones fonctionnent bien. Connaître les tâches de chacun. Donc, chaque personne doit savoir qu'est-ce qu'il va faire à tout moment pour éviter qu'il y ait une personne qui attende que quelqu'un lui dise quoi faire. Puis, bien entendu, avoir les clés. C'est au conducteur d'avoir les clés du véhicule et non pas le pilote qui va partir dans le ballon. Maintenant, si on parle un petit peu plus des dangers autour du ballon, ça va se classer en 3 grands axes. Le gonflement durant la poursuite et également durant l'atterrissage. Puis à chaque moment, on va avoir différents éléments qu'on va vérifier. Donc, les dangers autour du ballon, dans la section gonflement, on va parler des personnes qui vont s'occuper de la corde de couronne, qu'on appelle la crown line souvent, le ventilateur, la bouche, la nacelle, le largueur rapide et les autres sections autour. Au niveau de la corde de couronne, la fameuse crown line, donc c'est important pour la personne qui va être là de quand même faire le tour du terrain avant de gonfler, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas un trou dans l'endroit où est-ce qu'il va devoir se déplacer, parce qu'au moment de retourner vers le ballon, s'il y a un trou puis on tombe, à ce moment-là, on peut se blesser, bien entendu. S'assurer que, par exemple, qu'il n'y a pas de bosquet épineux en plein milieu, fait quand que le ballon va commencer à gonfler, il va se retrouver dessus ou d'avoir un arbre dans le coin. Même chose pour avoir des obstacles, donc une clôture, est-ce qu'il va y avoir des fils électriques, est-ce qu'il y a des trous, de faire vraiment le tour de tout. Sinon aussi d'avoir une paire de gants ajustés, c'est un peu idiot à penser à ça, mais souvent les gens ils ont des paires de gants, mais ils ont des mains de taille small, puis finalement ils ont des gants de taille large, fait qu'ils peuvent, ils vont pas s'ajuster à la main, fait qu'au niveau de la prise, c'est pas une bonne prise qu'on est capable d'avoir si les gants sont pas ajustés. Aussi, de ne pas avoir de trous, parce que souvent, les gens s'attachent de façon
inconditionnel à leurs gants de 1973, ils ont peut-être fait leur vie, puis c'est peut-être le temps d'en trouver d'autres. Ils seront peut-être pas confortables au début, mais on va se faire la main avec. Désolé. Faut bien que je fasse mes jokes poches habituels, pour ceux qui me connaissent. Fait que durant le gonflement, en fait, au niveau de la corde de couronne encore, ne pas tirer sur la corde durant l'installation du parachute. En fait, au moment où est-ce que le parachute s'installe, c'est important de laisser la corde libre parce que le but, c'est que les velcros, on puisse les attacher entre les velcros qui sont retenus sur l'enveloppe et ceux qui sont sur le parachute. Si on tire dessus, à ce moment-là, ça fait une forme plus conique au niveau du ballon. Puis à ce moment-là, les velcros vont pouvoir se décrocher. Puis ça enlève un peu le principe de base d'installer un parachute. Sinon aussi, personne ne passe sous ou sur la corde, fait que souvent en festival, c'est pas un problème, mais de s'assurer que du moment où on commence à tendre la corde, qu'il n'y a personne qui passe en dessous. On ne sait jamais ce qui peut arriver s'il faut tirer la corde ou à ce moment-là, la corde... quelqu'un qui passe par-dessus, à ce moment-là, on pourrait lui démontrer l'action d'une corde dans l'entrejambe. Sinon aussi, ne pas tirer non plus trop fort sur la corde durant le moment où est-ce qu'on commence le gonflement, donc au moment où est-ce que le ballon est juste en train de se gonfler. Tout simplement, encore le même principe. Si on tire trop, le ballon, au lieu de gonfler et de prendre l'expansion en largeur, il va plutôt, on va tirer dessus, puis on va essayer de le rallonger, puis à ce moment-là, c'est les velcros qui, eux, vont se décrocher. Donc, toujours avoir le ballon dans le sens du vent, fait que de voler d'essayer de le gonfler puis de se battre contre le vent, il va avoir le dessus. On n'est que notre poids, même si on pèse 250 livres, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Bien écouter le brûleur. Donc, du moment où est-ce que le pilote va commencer à chauffer, c'est là où est-ce qu'on veut avoir une bonne tension. D'une façon ou d'une autre, on le voit souvent que le ballon devient assez rond. C'est à ce moment-là où est-ce qu'on commence à mettre une bonne tension sur la corde. En faisant la tension sur la corde au niveau de la crown line, en fait, la bouche qui est à l'avant va s'ouvrir puis va être plus grande. Donc, ça va permettre aux gens à la bouche d'être plus espacés de leur endroit et d'avoir une meilleure ouverture pour le pilote pour envoyer la flamme dans le ballon. Aussi, c'est important que la corde soit bien tendue, comme je disais, et d'attacher la corde au mousqueton comme tel au retour. Fait quand le ballon se lève et que le ballon est prêt, on va attacher la corde au niveau de la nacelle, de ne pas laisser la corde pendre, autant pour les pilotes que pour les équipiers. Là, une corde qui pend, c'est un objet qui peut se coincer quelque part. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller rejoindre votre corde à 30 pieds plus loin. C'est un peu compliqué en plein milieu d'un vol. Donc, les choses à éviter au niveau de la corde de couronne, de placer la corde sous les fesses. On a souvent des gens là, qui aiment ça, placer la corde puis de s'asseoir dessus, là, si on veut. Si à un moment donné, la corde décide de prendre un bon coup puis que le ballon se tasse, je vous garantis que les deux pieds vont partir puis ça va être sur le dos que vous allez vous ramasser. Donc, souvent, les gens pensent que c'est une meilleure solution. Non, ce n'est pas une bonne solution. D'enrouler la corde autour des mains. Donc, vous avez la photo qui est là. Une main qui est entourée avec la corde. Du moment où est-ce que la corde se tend puis qu'elle veut vous tirer, elle va vous tirer, puis vous pourriez vous blesser. Donc, évitez tout ça. Aussi, des fois, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est le temps de prendre des photos, c'est le temps de parler avec les gens qui sont autour. Des fois, la distraction peut porter un problème, puis à ce moment-là, vous pourriez également vous blesser ou manquer un élément important pour le gonflement. Aussi, éviter de courir à droite ou à gauche si le ballon commence à basculer. D'essayer de suivre le ballon puis de courir d'un bord à l'autre, c'est vraiment inutile. Le ballon va rouler. Puis en fait, si vous faites une tension trop forte, la seule chose, c'est toujours action-réaction avec le ballon. On a Martin qui décide de recevoir des appels. En fait, si vous décidez de courir à droite ou à gauche, c'est toujours action-réaction. Fait que vous tirez sur le ballon va continuer son parcours complètement à gauche, puis ensuite va prendre la traction, puis il va l'amener complètement à droite. Puis là, à ce moment-là, vous avez juste l'air de la poule à courir en arrière, pas de tête, d'un bord à l'autre. Fait que c'est pas vraiment la bonne affaire. Placez-vous bien au centre, puis gardez votre position à ce moment-là.
Les pieds doivent, bien entendu, toujours rester au sol. Ils ne doivent pas quitter le sol. On en a parlé ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là. Du moment où est-ce que vous sentez que les pieds quittent le sol, la corde, vous la lâchez. On vous veut toujours au sol. Vous pourriez vous blesser. Des fois, arriver à 10-15 pieds dans les airs, c'est déjà assez suffisant pour se blesser, d'avoir des fractures. Alors, si on quitte le sol, on lâche. Lâcher la corde aussi sans l'accord du pilote, à moins que là, vous quittez le sol, là, mais généralement, de lâcher la corde en plein milieu du gonflement, ça peut avoir des répercussions, surtout à la bouche. La bouche pourrait se fermer, le ballon peut basculer, puis à ce moment-là, on pourrait brûler. Sinon aussi, courir vers la nacelle. Donc, quand vous êtes prêt, on se déplace vers la nacelle et on va redonner la corde pour l'attacher à la nacelle et non pas commencer à courir. Vous ne savez pas, comme je vous avais dit au début, il pourrait y avoir un trou. On essaie le plus possible d'éviter tout ça. Maintenant, on change d'endroit. Au niveau Transport Canada, c'est toujours une section qui est très importante. On en a parlé beaucoup ce matin. On va en parler encore cet après-midi, le ventilateur. Donc, avant le gonflement, il y a beaucoup de choses à faire avec cette petite pièce qui fait pousser de l'air dans un ballon et qui va nous permettre de vivre un moment magique. Mais par contre, cette petite merveille de la technologie cache beaucoup de dangers. Alors, il faut l'inspecter avant de gonfler. Donc, pour la personne qui va être à la place du ventilateur, c'est toujours important de s'assurer que quand on est à la position arrêt, de faire tourner l'hélice au moins une fois pour être certain qu'il n'y a rien dans l'axe de l'hélice qui va pouvoir bloquer. C'est important aussi de vérifier qu'il n'y a pas de vis qui pourrait être lousse à l'intérieur également, que l'hélice qui est à l'intérieur soit intacte. Vous voyez l'image dans le bas à gauche. C'est arrivé durant un festival au Nouveau-Mexique. La pale était complètement était jaune, mais était fonctionnelle. Puis il y avait un petit bout qui était cassé qu'on n'avait pas vu. Mais finalement, au gonflement, avec un train d'enfer, c'était juste le petit bout qui était là, mais les bouts qui tombent, c'est des projectiles, puis ça ne va pas à 2 km/h, donc les personnes qui pourraient être devant pourraient avoir les projectiles à ce moment-là. De s'assurer aussi qu'il n'y a pas de pièces de brisées, donc de morceaux cassés. Souvent, la cage du ventilateur doit être intacte, pas de morceaux de métal qui pendouillent, si on veut. Avoir assez d'essence, c'est quoi le pire que de gonfler, d'être prêt à passer à l'étape du gonflage à chaud et de manquer d'essence. Là, à ce moment-là, il faut aller chercher le bidon d'essence, remplir le ventilateur, il faut recommencer le processus. Puis des fois, on peut avoir passé un créneau de vol qui pouvait être intéressant. Aussi, s'assurer de savoir où dans la remorque est caché le gallon d'essence. Certains l'ont dans la remorque, dans un caisson à l'avant, dans le véhicule, tout dépendant, mais de s'assurer qu'il y en a. Et aussi de s'assurer de savoir comment arrêter le ventilateur. C'est bon, on va vous dire, OK, c'est bon, on peut le partir. Est-ce qu'on le sait comment l'arrêter? Parce que c'est pas quand on va dire thumbs down, on peut arrêter le ventilateur, que tu dis, OK, je l'arrête comment? Il est où le bouton? Donc, de s'assurer comment savoir pour l'arrêter, être capable aussi de savoir comment le déplacer. Il y en a que c'est le socle amovible et à l'avant, à l'arrière, tout dépendant. Donc, de s'assurer de pouvoir bien se positionner et de déplacer de façon sécuritaire le ventilateur. Et également, une fois qu'on déplace le ventilateur, d'aller le placer à un autre endroit, loin du ballon, loin des obstacles pour qu'il ne soit pas dans le chemin. On recommande aussi pour les personnes qui n'ont qu'un seul ventilateur de souvent le placer à gauche de la nacelle. Pourquoi? En fait, c'est que s'il arrive quoi que ce soit, c'est souvent à distance de bras pour le pilote. L'interrupteur pour arrêter le ventilateur est souvent placé du côté droit du ventilateur. Donc, si vous l'avez à gauche, avec le bras qui sort, on est capable d'atteindre le ventilateur et de l'arrêter. Sinon, dans les autres choses, ce qu'il faut éviter dans la position du ventilateur, cheveux détachés, ça se prend super bien dans un ventilateur, puis si on veut se faire scalper ou avoir une nouvelle coupe de cheveux, c'est une bonne idée. Les foulards vestes ouvertes, en fait, n'oubliez pas, un ventilateur prend l'air de l'arrière et le pousse vers l'avant. Donc, vous êtes en arrière. Donc, si vous avez un foulard, en fait, là, le foulard va vouloir se placer dans le ventilateur. Puis, en fait, un foulard fait généralement le tour de votre cou. Puis, en général, le cou est fait pour laisser passer l'air. Donc, si vous avez moins d'air qui rentre, en général, ça met un peu fin à la respiration. Sinon, se placer devant le ventilateur, c'est pas une bonne solution. Donc,
des fois d'avoir des gens qui veulent ouvrir la bouche du ballon et de se placer devant. En fait, vous êtes exactement où est-ce que les projectiles du ventilateur pourraient se situer. Donc, vous êtes comme aller sur un champ de bataille, puis vous êtes les premiers en avant, avec le drapeau en disant « Ouhou, je suis là ». Sinon, donc de faire attention, souvent aussi les gens veulent prendre des photos au niveau des passagers. Peut-être que la meilleure idée de prendre une photo, c'est du côté qu'il n'y a pas de ventilo. Donc à ce moment-là, il n'est pas dans l'axe d'un problème. Également aussi, de déplacer le moteur de déplacer le ventilateur quand le moteur est en marche. En fait, ce n'est pas une bonne idée. Vous êtes à ce moment-là, vous-même devant l'axe et vous savez pas ce qui peut arriver. Il pourrait s'encombrer d'un objet. Les souliers ouverts aussi, des orteils, ça peut bien se prendre un peu partout. Les talons aiguilles, c'est pas le bon moment, c'est en soirée et c'est plus tard que durant le vol que vous allez porter ça. Aussi, c'est important de toujours porter des gants. S'il arrive quoi que ce soit, mais vous êtes toujours bien équipé pour arrêter le ventilateur, de pouvoir aider et à ce moment-là, vous n'allez pas vous blesser. Et aussi de quitter sa position. Souvent, la cage du ventilateur avec la vibration de l'hélice peut se déplacer. Donc, si vous quittez votre position, ça peut faire reculer ou basculer comme tel le ventilateur. Et aussi, on n'est jamais à l'abri que le vent pourrait faire basculer la nacelle, puis à ce moment-là, faire tomber le ventilateur qui pourrait avoir un impact important. Donc, durant le gonflement, toujours suivre le mouvement du ballon. Donc, si le ballon se tasse, le ventilateur, on le tasse également. Que la nacelle ne touche pas le ventilateur pour pas qu'il tombe, en fait, c'est le principe de base. Que personne, encore une fois, ne passe devant. Donc, c'est la job d'un peu tout le monde, les gens qui sont à la bouche ou les gens au ventilateur, de s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut essayer d'être placé devant. Et d'attendre aussi encore une fois l'accord du pilote. Souvent, les pilotes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir le bras de la nacelle et faire un thumbs down ou un signe de tête, une reconnaissance pour indiquer à quel moment le ventilateur doit être arrêté. Aussi, de savoir le déplacer. Donc, on le déplace, on l'arrête, on le déplace et on choisit, comme j'ai dit tantôt, un endroit sécuritaire pour pas qu'il soit dans le chemin. Puis de préférence, pas à côté après la nacelle qui va être avec la corde de quick release. Une fois que c'est terminé, en fait, il faut s'assurer que l'entrée d'essence est bien fermée parce que souvent, on s'en rend compte, on revient après le vol, puis on ouvre les portes de la remorque, puis oh mon Dieu, ça sent l'essence parce qu'on ne l'a pas arrêté durant le vol avant de le mettre dans la remorque, en fait. Et aussi qu'il soit attaché solidement. Ça serait dommage d'arriver en plein milieu d'un vol, puis d'ouvrir la porte de la remorque, puis de le retrouver couché au sol avec de l'huile qui coule dans la poche de ballon. Expérience vécue. Sinon, aussi de s'assurer que le réservoir d'essence est bien attaché et fermé parce que l'objectif, c'est pas de créer ce que Jacob nous a montré tantôt. Donc, maintenant, on passe à une autre étape. On parle de la bouche. Donc, généralement, cet endroit-là, on a souvent 2 personnes qui peuvent occuper la position. Le but, c'est d'ouvrir la bouche du ballon au maximum pour que l'air que le ventilateur pousse à l'intérieur ait le maximum d'espace et que ça ne passe pas ni en dessous du ballon ou au-dessus du ballon. Il faut éviter, comme je disais, donc, que ça passe en dessous du ballon. Si ça passe en dessous, souvent, ce que ça va faire, c'est que l'air va retrouver à peu près jusqu'au milieu du ballon et va créer une poche d'air qui va faire une grosse boule au niveau du milieu du ballon puis qui va rester là par le poids de l'enveloppe jusqu'à ce que tranquillement l'enveloppe décolle du sol. Il faut aussi observer le pilote. Donc, c'est toujours important de ne pas être sur Tinder ou whatever. C'est pas le bon moment. Vous ferez ça plus tard. D'après aussi, de confirmer avec le pilote. Donc, généralement, quand le pilote est prêt à chauffer, il peut avoir un contact visuel ou un signe de tête qui va indiquer « Je suis prêt à chauffer. Est-ce que tu es prêt toi-même? » Oui. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de surprise parce que la flamme, la première coup que ça donne, c'est quand même un peu surprenant, même si on est habitué. Donc, d'avoir un regard avec le pilote et de répondre au pilote que vous avez bien reçu le message avant de commencer le gonflage à chaud. On dit aussi que c'est préférable de se placer à l'extérieur, donc derrière le Nomex. Le Nomex est la partie généralement qui fait la première ou deuxième rangée de la base du ballon. C'est une partie qui, en fait, ne brûle pas et qui va plutôt empêcher
En fait, ça va vous protéger. Donc, c'est souvent la première partie. Donc, on se place sur le côté du ballon, au côté du Nomex, au moment où est-ce qu'on va commencer à gonfler à chaud. Ensuite, ce qu'on dit aussi pour les personnes quand le ballon commence à monter, c'est de déplacer son point de maintien vers la base de la bouche. Donc, en gros, on va quitter la section du ballon pour se rapprocher tranquillement vers la nacelle en marchant tout en tenant le ballon. Donc, à ce moment-là, c'est juste d'être le plus près possible de la base du scoop, la partie triangulaire du ballon comme tel ou de la jupe. Pour garder, encore une fois, toujours les pieds au sol. Tout dépendant des techniques utilisées, certaines personnes n'attachent pas le scoop d'emblée, ils vont l'attacher après. Donc, quand le ballon commence à se lever, c'est le moment d'attacher le scoop après les mousquetons de la nacelle. Les choses à éviter au niveau de la bouche, donc de se placer au centre de la bouche, je l'ai dit tantôt, je le répète encore, enrouler la corde autour de vos mains. Dans certaines situations, souvent quand c'est plutôt une jupe, donc c'est la partie qui fait le tour complet de la base du ballon, d'enrouler la corde pour tirer les extrémités de chaque côté pour garder la bouche ouverte. Ça, il ne faut pas l'enrouler autour de nos mains. Encore une fois, on ne sait jamais ce qui peut arriver. S'il y a un coup qui se donne, un nœud pourrait se créer, puis vous pourriez rester pris. Dans les circonstances où est-ce que vous avez un scoop, donc plutôt un triangle, il n'y a pas de corde généralement dans cette section-là, fait que ce n'est pas quelque chose qui va vous intéresser. La personne aussi qui tient la bouche doit s'assurer qu'elle ne tient pas les cordes de parachute, donc souvent la corde rouge, la corde pour les turning vents, donc les évents rotatifs. Pourquoi? En fait, c'est que si vous tirez là-dessus pendant le temps que le ballon gonfle, il va commencer à tourner ou vous allez décrocher le parachute. De ne pas avoir de gants, c'est quand même des gants en métal. C'est toujours dangereux. Ça glisse et autant une corde de tissu, quand ça glisse, ça brûle et ça peut faire des dommages quand même importants à vos mains. Donc, en général, on veut les garder parce qu'on les utilise quand même souvent. On essaie de les protéger puis on met des gants. Ajustés encore une fois. D'être trop près de la flamme. Donc, en gros, souvent, c'est la personne qui va être du côté qui va être du côté où le ventilateur n'est pas. C'est lui qui va avoir le plus près la flamme. Si vous vous sentez insécure, à ce moment-là, c'est de vous retirer de la position. Pas d'un seul coup, mais on se déplace lentement pour éviter d'être en contact avec la flamme. Sinon, vous allez avoir une épilation gratuite. Puis en général, ça sent le cochon braisé. Fait que c'est peut-être pas ce que vous cherchez non plus pour passer un vendredi soir. Sinon aussi, tenir le scoop, on essaie le plus possible d'éviter. Le scoop, c'est la partie qui va être le plus proche de la flamme en général puisque c'est de forme conique. Donc, on ne touche pas au scoop jusqu'à ce qu'on soit prêt et que le ballon soit bien debout. Et encore une fois, d'éviter les distractions parce que c'est bien beau regarder les ballons décoller, mais vous êtes en train d'en faire un et votre tâche est importante. Au niveau de la nacelle, donc c'est toujours on en a parlé ce matin, on ne le dira jamais assez, de mettre les coudes sur la nacelle, de ne pas s'asseoir sur la nacelle, on veut les pieds au sol, on n'est jamais à l'abri d'un fast lift, donc que la nacelle quitte le sol sans qu'elle soit prête d'emblée. De savoir la direction du décollage, donc de voir où on s'en va, parce que je vais vous montrer une vidéo tantôt de différentes étapes qui ont montré à quel point est-ce que c'est important ce que je vous raconte. Et de ne pas se tenir en face de la nacelle, donc d'être toujours placé sur les côtés ou à l'arrière, d'observer le pilote, donc c'est souvent lui qui va vous dire « OK, on est prêt, on n'est pas prêt, je ne veux pas y aller tout de suite, j'ai les passagers, l'équipement est prêt », et de savoir où se trouve l'observateur. Dans le coin droit, c'est encore une fois au Nouveau-Mexique, c'était un de nos observateurs. Il y avait peut-être un peu une tête de mule, mais quand même, on l'appréciait malgré tout. Voilà. Sinon, au niveau de la nacelle, encore une fois, donc on évite de se placer devant, de s'asseoir dessus, de mettre les pieds dans l'étrier. Le pied dans l'étrier, si le ballon commence à décoller, généralement, vous allez vouloir vous reculer. Puis un pied dans l'étrier, le pied n'est pas fait pour sortir facilement, donc vous allez souvent rester coincé. Puis c'est pas une position agréable pour un vol en général d'être à l'extérieur de la nacelle. Donc, on vous recommande de jamais quitter le sol comme tel.
D'être en ligne avec le largueur rapide, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont déjà fait l'expérience de se placer devant. C'est souvent des pièces métalliques. Ça permet d'avoir quand même un bon rendez-vous chez le dentiste pour se refaire faire quelques palettes si vous êtes directement en ligne. Fait qu'on fait attention, c'est dangereux. Souvent, quand le câble de relargage rapide part, mais il y a une action encore une fois, action-réaction. Il part, puis il revient. Fait qu'il faut faire dans les deux sens, faire attention. Et encore une fois, de s'assurer que les équipiers ne sont pas en train de tenir la corde rouge parce que ça va simplement raccourcir le vol, ça va rester là. On arrive maintenant au largueur rapide qu'on appelle régulièrement le Quick Release. Alors, il est attaché à la nacelle et de l'autre côté au véhicule. Il faut vérifier que personne ne passe sur cette corde-là durant le gonflement, autant à froid qu'à chaud. Parce qu'on le sait, la corde peut se tendre durant le gonflement. Le ballon, c'est de l'air et s'il vente, il va vouloir aller au bout de la corde. Son objectif, c'est voler. Puis actuellement, ce qu'on fait en le gonflant, c'est de le retenir dans son action principale étant de voler. Donc, il faut vérifier que personne ne passe pour pas que durant le déplacement de la nacelle, si les vents tournent, qu'on se retrouve à ce moment-là à avoir quelqu'un qui trébuche. Il faut toujours aussi s'assurer que ça soit libre d'obstacles. Donc, en gros, on ne voudrait pas qu'il y ait quelque chose de placé par-dessus, puis de s'assurer aussi que le frein à main est mis au niveau du véhicule. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais si le frein n'est pas mis puis que le ballon est assez volumineux, il pourrait faire avancer le véhicule. Puis en général, ce n'est pas tant utile. Il y a des vidéos que vous pouvez regarder qu'un ballon était en train de gonfler aux États-Unis et que, je ne l'ai pas mis là, mais vous voyez le ballon partir, il déchire en fait, puis vous voyez ensuite le camion qui suit tout le long et puis finalement il s'arrête dans une tente. J'aurais probablement jamais décollé dans des conditions comme ça, mais en tout cas, ça, on en repassera là-dessus. Dans les sections à éviter, on peut faut s'attacher, éviter de l'attacher à la remorque. La remorque, elle est rendue vide à ce moment-là et elle est légère. Comme j'ai dit ce matin, la remorque est faite pour être au sol. C'est le ballon qui vole et pas la remorque. Ensuite, on évite de passer un peu comme la photo qui est là, passer sous le pare-choc, à moins que ça vous tente d'aller voir votre concessionnaire pour remplacer votre pare-choc. Donc, de prévoir l'angle comme tel pour se dire, bon, mais je vais le placer dans cet angle-là, les vents pourraient basculer, mais même s'il bascule, j'ai encore le champ de libre, j'ai encore de l'espace, puis ça ne sera pas placé en dessous du véhicule pour se compromettre durant le gonflement. Aussi, de passer sur la corde, je l'ai parlé tantôt, on évite le plus possible. De se placer devant le largueur, j'ai parlé de vos palettes aussi, donc j'en reparlerai pas encore. D'être en ligne avec la trajectoire, c'est ce que je viens de dire, et d'éviter les nœuds, parce que quand il commence à avoir des nœuds, avec la tension qui se crée dans la corde, ça va être quand même très difficile par la suite d'essayer de les enlever. Donc à ce moment-là, la corde devient de plus en plus courte. Puis aussi de penser à quel nœud est-ce que vous faites. Donc au niveau des nœuds qu'on va attacher au niveau de la remorque, de s'assurer que ça sera un nœud assez solide pour qu'il puisse ne pas partir durant le gonflement, mais en même temps que vous puissiez l'enlever avant de partir. Donc là, ici, je pense que si j'appuie encore une deuxième fois, vous allez le voir. C'est la vidéo, c'est en 2019, quand on est allé en France. Si vous le voyez quand même, portez attention, vous allez voir la crown line qui est là, qui a aucune tension dessus ou quasi aucune. C'est un gonflement durant le soir qui, à mon avis, semblait être venteux, mais qui s'améliorait. Là, 15 minutes plus tard, on était dans le ciel de notre côté à nous. On commençait le gonflement, puis tout s'est bien passé. Mais vous voyez bien, portez attention à quel point est-ce que la corde n'a aucune tension. Donc, à ce moment-là, la personne à la crown line ne fait pas son travail adéquatement. Et en faisant moins bien son travail, le ballon continue à osciller de droite à gauche. Donc, c'est encore plus difficile pour les personnes qui sont à la bouche. La personne au ventilateur doit travailler quand même énormément pour essayer d'être capable de suivre qu'est-ce qui se passe. Vous voyez qu'on a quasi un angle d'à peu près 180 degrés quasiment entre les angles, je dirais plus 120, mettons. Ça dure quand même un petit temps. Manquez pas la fin quand que je vous dis à quel point c'est important de ne pas se tenir en face de la nacelle au moment où est-ce que le ballon est prêt à partir. C'est quand même risqué. Vous allez voir dans cette vidéo-là. Donc là, on voit aussi l'importance d'avoir un ballon très bien gonflé.
on veut un ballon gonflé. C'est peut-être pas la plus logique. Ça ne sera pas long, vous allez le voir. Vous voyez la tension aussi qui est faite au niveau de la nacelle à ce moment-là. J'arrête, vous allez voir, là, ça dure quasi 2 minutes, là, mais je pense qu'on doit être pas loin. D'une façon ou d'une autre, j'aime ça parler. Vous allez voir, ça devrait arriver à peu près maintenant, là. Là, le ballon, il est quand même bien gonflé, là, mais vous voyez encore qu'il n'y a aucune tension sur la crown line. Elle pendouille. Et voilà. Le largueur rapide vient tout juste de lâcher, donc il a perdu son quick release. Donc à ce moment-là, le ballon est retenu à rien. Regardez quand même les gens qui courent et à quel point est-ce que ça prend du temps pour aller tirer le parachute avant qu'il vienne vraiment complètement au sol. Il n'a pas parcouru une grande distance avec le vent qui était présent, mais quand même, je voulais vous montrer, c'était quand même un exemple typique un peu de plusieurs choses qui n'ont pas bien fonctionné, puis que ça aurait pu avoir d'impact. Il a brûlé un petit peu le scoop comme tel, mais rien de grand dommage. Mais quand même, ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est vraiment la corde de crown line qui n'est pas tenue. On fait des tensions énormes au niveau des haubans sur la nacelle. On ne se tient pas devant la nacelle, puisqu'on pourrait être en ligne. Puis à ce moment-là, bien, si vous êtes là, je vous garantis, la nacelle vous passe dessus, là. Et l'autre chose aussi, pour les pilotes, d'avoir la corde rouge sur nous au moment où est-ce qu'on est prêt à gonfler pour être prêt s'il arrive quoi que ce soit, un événement comme ça, pour tout de suite tirer la corde et de pouvoir retirer le parachute. Donc, les autres tâches durant le vol, parce que là, maintenant, on est décollé, ou du moins les autres, mais pas vous. Alors, l'important, c'est d'avoir des tâches définies. Donc, on a au moins le conducteur, puis une autre tâche qui est probablement intéressante si vous êtes plusieurs, ça s'appelle le responsable des communications. Au niveau du conducteur, c'est important de connaître la région, de savoir où est-ce que vous vous en allez, de garder les yeux sur la route. Votre travail, c'est conduire, c'est pas de vérifier où est-ce qu'il y a le ballon. C'est pour ça que d'essayer le plus possible de ne pas être juste une seule personne. De garder aussi le code de sécurité routière. Vous êtes conducteur et vous allez chercher un ballon, ou vous n'êtes pas pilote de course ou rendu pompier dans un véhicule d'urgence. Ce n'est pas le cas. Vous êtes conducteur dans un véhicule de loisirs, je pense que ça s'appelle. Vous avez aussi à suivre les directives. Donc, généralement, essayez de regarder vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on devrait faire. Si vous ne rentrez pas dans un champ, on ne rentre pas dans un champ. Et de suivre le niveau d'essence. Combien de pilotes ou d'équipiers qui ont fait une poursuite et qui se sont rendus compte en plein milieu du sein profond, du creux profond, qui ont plus d'essence, et que la prochaine place pour aller faire l'essence, c'est dans 20 minutes, puis on n'a pas le temps. En fait, on ne se rend pas. Responsable des communications, donc c'est souvent la personne qui pourrait être à votre droite. Pour les conducteurs, ça serait lui qui vérifie où est le ballon, d'être capable de le reconnaître, parce qu'à Saint-Jean, bon, ça va bien, notre ballon peut être reconnaissable facilement. À droite, vous voyez de quoi peut avoir de l'air un décollage au Nouveau-Mexique. C'est 600 ballons, fait que des fois on est proche, des fois on est beaucoup plus loin, mais d'être capable de reconnaître quelque chose de particulier sur notre ballon et pas de se dire « Ah oui, il est bleu et blanc ». Ouais, c'est un peu... des fois, c'est un peu plus compliqué que ça, ou des fois, il y a des ballons comme la flottille qui se ressemblent tous, donc ça peut être plus compliqué d'avoir quelque chose qui peut les reconnaître. Et aussi, sinon, d'avoir au moins dans quelle position il devrait être placé par rapport au peloton de ballon. Communiquer avec le pilote, donc on y va de façon brève, on essaie de ne pas raconter sa vie. En fait, vous faites l'inverse de ce que je vous fais présentement. Vous allez de façon succincte, vers où, combien de temps, puis y a-t-il quelque chose que je dois suivre? Et aussi diriger le conducteur, donc c'est souvent le responsable des communications qui peut dire « OK, parfait, il est à la droite, on en a pour à peu près 2 rues, après ça on pourra tourner ». Éviter de s'arrêter à des endroits à risque. Donc, l'autoroute, ce n'est pas une belle place pour arrêter, même s'il y a des rebords d'autoroute, ça roule quand même à 100 km/h. De parler au téléphone en conduisant, ça demeure la responsabilité du conducteur de respecter le code de la route. Les manœuvres dangereuses, donc essayer de faire de tourner en contresens sur une route avec une remorque, de faire des manœuvres qui peuvent créer un accident. Aussi, devancer le ballon. C'est un peu, des fois, contre-intuitif, mais de rester souvent à l'arrière parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Des fois, finalement, on monte en altitude puis finalement, on change complètement de direction. Donc, à ce moment-là, vous vous compromettez à devoir aller plus loin pour rebrousser chemin.
Vous avez également changé de rôle. Donc, en cours de route, durant votre poursuite, c'est pas le temps de dire « OK, parfait, la première demi-heure, je vais être conducteur, puis après ça, je vais aller m'asseoir en arrière, tu prendras ma place. » Non, tu es conducteur, reste conducteur jusqu'à la fin. Comme ça, tu es responsable de tes choses, tu sais où est-ce que tu as placé ton équipement, tes miroirs et tout est ajusté à ta personne. Et aussi éviter de communiquer inutilement, de raconter qu'il fait beau puis que vous avez vu un chien sur le bord de la route. C'est intéressant, mais le pilote, probablement, il s'en balance. Aussi, au niveau des dangers, au niveau de l'atterrissage, donc c'est bien important d'avoir la permission du propriétaire avant d'entrer comme tel, d'aviser aussi le pilote de la position des fils. Donc, des fois, si vous les voyez, les fils électriques, tu le sais que tu t'en vas directement dans des fils à haute tension. Des fois, c'est le fun de se le faire dire d'avance, ça que ça évite de devoir créer un problème. Aussi, de suivre les traces indiquées par le propriétaire. Donc, si le propriétaire vous dit c'est le milieu du chemin où est-ce que mes chemins de tracteur, bien, vous suivez ce que le propriétaire vous recommande. On ramasse rapidement. L'objectif, c'est pas de faire un party sur le terrain de quelqu'un ou en plein milieu d'une rue. Aussi, connaître l'utilisation de la drop line. Donc, la drop line devrait être utilisée en dernier recours. C'est une utilisation qui devrait être faite seulement en vent faible. C'est des choses qu'on utilise encore, mais ça a encore aussi son lot de dangers ne devrait pas être utilisé si il y a des obstacles ou des fils électriques. Donc, encore une fois, je le répète, c'est vraiment en dernier recours si on ne peut plus rien faire d'autre. Au niveau à l'atterrissage, donc d'entrer sur le terrain sans permission, on évite ça. L'accès aux autres véhicules, donc un seul véhicule de poursuite sur le terrain. Les autres n'ont pas accès, ils attendent et ils marchent. S'ils ne peuvent pas marcher, bien, arrêtez, prenez-les dans votre véhicule et amenez-les jusqu'au terrain. De courir, on ne sait jamais de comment est fait un terrain. Souvent, ce n'est pas droit, ce n'est pas fait pour les gens. Fait que faire attention, une cheville, ça se tourne très facilement. Puis, ben, ça va impacter votre saison. De toucher le ballon aussi, s'il touche à des fils électriques, on en a déjà parlé aussi ce matin. Donc, ne jamais toucher parce que vous allez faire un arc avec les fils électriques. On ne touche pas, ne pas toucher le sol. Donc, du moment où est-ce que vos pieds quittent le sol, encore une fois, vous lâchez tout. Le pilote se gérera par la suite. De tenir la drop line si le ballon monte. Donc, du moment où est-ce que le ballon se met en montée, si vous avez la drop line, vous lâchez. On va se débrouiller plus tard. Vous ne quittez pas les pieds du sol. Purger les lignes de propane également, ce n'est pas votre tâche, à moins que ça soit dédié à vous, parce qu'il y a des risques aussi que vous puissiez avoir quelqu'un en ligne et qu'à ce moment-là, vous créez un problème. Les fils électriques, on avise Hydro-Québec. On limite les observateurs, on reste dans la nacelle, sauf s'il y a une urgence qui menace la vie. Si on ne touche pas les parties qui sont en métal, donc souvent on reste le plus possible dans le milieu de la nacelle, on ne commence pas à toucher aux éléments et on n'essaye pas de dégager le ballon des fils électriques. Et aussi, si on essaie le plus possible d'éviter de sauter, si on saute, à ce moment-là, il faut sauter à pieds joints. Donc, il ne faut pas avoir de partie du corps qui touche la nacelle, par exemple, et le sol. À ce moment-là, c'est vous qui faites l'arc électrique et ça peut avoir des dommages très importants. Au niveau de l'approche, au niveau des agriculteurs, vous allez avoir une présentation sous peu avec l'UPA. Par contre, les relations avec les agriculteurs, donc toujours obtenir l'autorisation verbale du propriétaire avant d'entrer sur le champ, de suivre ses recommandations. S'il vous dit d'aller en plein milieu du champ, mais qu'il y a un beau chemin sur le côté, vous pouvez peut-être y dire, bien, pourquoi pas utiliser le chemin? Il va peut-être vous dire, c'est boueux, je préfère que tu y ailles en plein milieu. Suivre les recommandations de ce que le propriétaire vous dit, on limite les dommages. Et aussi, si vous avez la chance de vous faire une liste des propriétaires avec leur numéro, donc vous êtes capable de les communiquer avant, puis on est capable de dire, on va atterrir chez monsieur un tel, fait qu'à ce moment-là, vous êtes capable d'avoir l'autorisation préalable. Si absent, ben en fait, vous n'entrez pas sur le terrain, vous laissez le véhicule sur le bord de la route et on va trouver le moyen de déplacer le ballon à ce moment-là. S'il y a un problème avec le propriétaire, ben en fait, souvent, ce n'est pas le moment de vous rester dans le véhicule, vous communiquez avec le pilote pour voir c'est quoi le terrain d'entente qu'on est capable d'avoir, mais généralement, essayez pas
de tout gérer par vous-même. Appelez le pilote pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Évitez, au moment avec les agriculteurs, d'avoir l'accord du voisin. Souvent, il y a tout le temps quelqu'un qui est là, mais ce n'est pas lui le propriétaire, puis il dit « Oui, il n'y a pas de problème, l'accord du voisin, on évite ça. » L'accès aux autres véhicules, donc un seul véhicule, encore une fois, à la fois. L'argumentation, ce n'est pas le temps d'essayer de vous battre corps et âme avec le propriétaire. C'est quand même lui qui a le champ. S'il ne veut pas vous voir dedans, il ne veut pas vous voir dedans. Abîmer les cultures, donc on essaie le plus possible de faire un seul trait et de partir. Aussi, si vous faites des bris, bien, avisez le propriétaire. Oui, c'est pas le fun, mais au moins dites-les. Fait comme ça, il n'y aura pas une surprise, puis il va continuer à aimer le ballon. Au moins, on va avoir été assez franc pour dire, bien, écoutez, j'ai brisé un peu tel truc, puis au moins, vous êtes capable de voir le terrain d'entente que vous pourriez avoir avec lui et de partir sans remercier. Bien, je pense que ça se fait juste pas. La COVID-19, donc, il y en a plusieurs qui vont recommencer à voler. Respecter les normes de santé publique qui sont en vigueur, bien entendu. La MAPAC aussi, qui est le ministère de l'Agriculture et de la Pêcherie et de l'Alimentation du Québec. On n'entre sous aucun prétexte dans un bâtiment de ferme. C'est très important. Si vous ne voyez pas le propriétaire et il est à l'intérieur, on n'entre pas. Vous vous organisez pour communiquer avec lui, peut-être retrouver un autre employé. Si vous cognez chez quelqu'un, on recule de 2 mètres pour avoir une bonne distance et de s'assurer de ne pas compromettre la distanciation sociale. Et on évite aussi les zones maraîchères parce que souvent, il y a des personnes qui y travaillent et c'est d'éviter le plus possible d'avoir des contacts avec des sources extérieures. Tranquillement, je commence à manquer un peu de temps, mais on devrait y arriver pareil. Hors festival. Donc, plusieurs d'entre vous volez hors festival de Saint-Jean. Vous allez dans d'autres festivals dans la province, au Canada, aux États-Unis ou dans le monde. Mais j'en ai fait quand même une bonne partie. En fait, j'ai fait quelques festivals quand même à l'extérieur du Canada. Et l'expérience est quand même différente pour chaque équipier. Donc, de se retrouver ailleurs, c'est différent. Même chose si vous faites juste un vol en plein milieu de Saint-Jean le 12 mai. Bien, en fait, c'est différent. Il n'y a personne. Fait que là, il n'y a pas d'officiel, il n'y a pas de clôture. C'est vous qui devez tout gérer. Fait qu'il faut s'assurer que les personnes qui sont autour du ballon, bien, on ne fume pas. On ne touche pas le ballon. Sinon aussi, qu'on soit placé devant le ventilateur. Donc, c'est la job de tout le monde. C'est le travail de tout le monde de vérifier que personne autour se place sur la corde de couronne, sur le largueur rapide, devant le ventilateur ou qu'il soit trop proche de la nacelle. Dites-vous aussi que quand la nacelle va commencer à se lever, bien, en général, si les pieds sont en dessous, bien, les orteils peuvent sentir un petit peu d'inconfort par le poids de la nacelle qui va se déposer délicatement sur les jointures. Sinon, s'assurer aussi que la remorque est bien fermée et que le véhicule est verrouillé. Donc, si vous êtes, mettons, au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, comme vous voyez là-bas, bien, il est 7 heures du matin, les gens sont un peu partout. Si votre véhicule est déverrouillé et que vous laissez votre téléphone, votre tablette en l'avant, bien, même si vous êtes bien intentionné, il y en a qui ne le sont pas. Alors, vous allez peut-être vous retrouver avec 2-3 affaires de moins dans le véhicule à chaque vol, ce qui n'est pas vraiment des plus intéressant. Même chose pour la remorque, on la ferme. Les portes ouvertes d'une remorque, si le ballon commence à osciller, ça peut bien déchirer, c'est souvent quand même bien pointu. Même chose aussi, vous n'allez pas vous retrouver avec du matériel dans votre remorque qui va disparaître à chaque vol. Connaître la région. Donc, si vous allez voler dans une autre région puis que vous faites de la poursuite, en fait, c'est important de savoir dans quoi vous vous embarquez. Des fois, vous allez avoir des vols où est-ce que vous allez perdre contact avec le pilote et le ballon pendant une demi-heure. Mais il faut être capable de savoir un peu se retrouver dans tout ça, d'avoir l'équipement, d'avoir le GPS ou des cartes pour vous guider. De suivre des autres équipes aussi. Souvent, quand vous avez une équipe locale, bien souvent, ils vont suivre à peu près le même trajet. Vous suivez les équipes qui connaissent la région. Se familiariser avec l'équipement. Des fois, ce n'est pas le même véhicule. Des fois, on a un véhicule manuel avec une remorque. On n'est pas habitué d'avoir ça ici, mais il faut s'habituer. Fait que le tester avant de commencer à faire la poursuite. Les particularités du ballon aussi. Des fois, ça ne sera pas le même que vous allez aller piloter ou en fait faire la poursuite pour ailleurs. Donc, de connaître l'équipement avec lequel vous allez devoir travailler. Pas la même nacelle, pas le même quick, pas le même brûleur, pas la même enveloppe. Fait que tout ça, c'est important de connaître et de s'habituer.
pour être habile. La gestion de l'équipe aussi, souvent hors festival, vous n'allez pas nécessairement avoir les mêmes tâches à chaque vol, donc d'être capable de savoir le rôle de chacun et d'être capable d'avoir des rôles variables durant vos expériences. Aussi, des communications, les communications avec les équipes, l'utilisation de Zello, qui est une suggestion, vous pourriez utiliser ça. C'est un walkie-talkie que vous pouvez communiquer entre les équipes, donc même entre équipes de ballon. Donc, c'est intéressant, puis c'est disponible sur les applications par téléphone. Vous avez aussi l'application Glimpse qui permet de donner la position, la vitesse et la direction du ballon ou en fait de chaque personne qui utilise l'application. Donc, comme ça, vous êtes capable de savoir où votre pilote se situe et lui est capable de savoir où vous vous situez. Et c'est aussi en lien avec Google Maps. Donc, vous êtes capable de voir les accès pour le champ. Vous êtes capable de vous dire, ah oui, OK, il est placé de l'autre côté de la lisière d'arbres où il y a un champ de maïs entre nous deux, fait que ça ne sera pas cet accès-ci. Souvent, l'utilisation de Glimpse, c'est souvent facile. Par contre, les deux applications, bien entendu, nécessitent l'utilisation de données cellulaires. Donc, il faut juste garder ça en tête. Et aussi, ça nécessite un réseau. Dans certains endroits, par exemple, dans certaines parties du Vermont, il n'y a pas de réseau. Donc, on ne peut pas communiquer de façon simple. Et la radio avec les radios bidirectionnelles ne passe pas parce qu'on est entre deux montagnes d'arbres et alors les communications sont absentes temporairement. Donc, il faut se débrouiller, mais on finit par s'habituer. Au niveau de la météo, je prends un petit 2 minutes, une page simple pour vous raconter tout ça. La météo pour tous, donc très simple. Une page, quelques mots. Météo Média, un bon choix pour la météo à distance, mais ce n'est pas un bon choix pour la météo qui s'en vient pour un vol qu'on va prévoir. NAV Canada pour les différentes informations, les météos sur l'heure avec le METAR, les TAF et l'information à venir. On a aussi les vents en altitude, les FDs qui peuvent être utiles. Si ça vous tente de regarder, c'est des choses que vous pouvez. AeroWeather aussi, qui est une application souvent gratuite qui peut vous donner les informations, puis des fois en informations décodées. Vous voyez aussi que ça nous donne le radar un peu qui était là, comme quand on est allé à Sussex, puis qu'il y a eu l'ouragan qui passait dans le Nouveau-Brunswick. Bien, en fait, c'est ça que ça ressemblait. Fait que c'est quand même intéressant. Via Windy, qui nous montrait les vents de surface et en altitude avec les différentes précipitations aussi que vous pouvez voir. Voilà, ça fait pas mal le tour de tout ce que je devais vous mentionner. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a aucune question. Je vous recommande aussi de rester en ligne. Il va y avoir pendant les 30 minutes qui suivent quelques capsules qui vont être présentées. Ensuite, on va avoir aussi la capsule avec André pour les officiels. C'est intéressant pour tout le monde. Durant le temps d'attente, on va avoir l'UPA qui vont faire une présentation. On a Mélanie Dufresne qui va passer. NextDev qui vont faire aussi une présentation et Tourisme au Richelieu également. Aussi, pour ceux qui se posaient des questions, pour la présentation de ce matin, vous allez le voir, mais on avait tous des plexiglas séparés qui étaient retirés au montage. Vous ne les voyez pas, mais on avait respecté les règles en vigueur pour la santé publique comme telle. Et aussi, dans les autres choses, les présentations vidéo qui ne sont pas encore disponibles vont être disponibles par la suite sur le lien du symposium. Vous allez aussi avoir les présentations des différents constructeurs amateurs aussi qui vont montrer leur expérience et leur vie en tant que constructeur. Voilà, fait que ça fait pas mal le tour. Est-ce que j'ai oublié des choses, Jonathan, avant de rendre l'antenne? Excellent. Merci à tous. Bon après-midi. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit. Merci. Si vous voulez devenir pilote maintenant, plus tard ou vous êtes en train de le devenir, bien voici un peu les informations qui existent. On a l'école de pilotage, le PMQ et Air Colimaçon aussi, et les différents instructeurs qui sont attachés aux deux écoles. Si vous les connaissez, bien, vous pouvez leur écrire, dont moi-même, mais je ne suis pas le seul. Alors, vous pouvez nous écrire, puis garder ça en tête, d'aller visiter les sites Internet au besoin et d'appeler si vous avez des questions. Merci à tous.